Aujourd'hui, combien de biens immobiliers tu possèdes si on fait la répartition en France, au Nicaragua et à Bali? J'en possède une trentaine de biens immobiliers. Excellent. Et la majorité est ici à Bali? La majorité est à Bali, oui. D'accord. Futur entier, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle interview. Aujourd'hui, encore plus spéciale que les autres, puisque j'ai le plaisir de te présenter Pierre. Salut à toi, futur entier. T'as chopé le truc, hein? De suite. C'était pas prévu ça. Bon, Pierre aujourd'hui, donc première particularité, c'est que c'est pas un participant de mes formations. Deuxième particularité, Il y a des cheveux. il y a des cheveux. Ouais, je te rattrape presque. Ça, c'est 5 ans de liberté en fait. 5 ans de surf à Bali. Donc en fait je t'explique, Pierre je l'ai rencontré ici à Bali et l'avantage d'être ici à Bali c'est que tu rencontres énormément d'entrepreneurs et d'investisseurs qui ont une certaine forme de liberté comme Pierre, on va te l'expliquer. Et Pierre en fait a un parcours qui est tout simplement incroyable, il est rentier, pour le coup largement, donc il vit de ses biens immobiliers. Et comme je t'ai dit, il a une histoire qui est très très particulière, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va te raconter un peu son histoire, il va te la raconter, il va t'expliquer tous les biens immobiliers qu'il a puisqu'il en a un petit peu partout dans plusieurs pays. Et surtout, on va essayer de te donner deux très belles conclusions aujourd'hui, notamment sur les mentalités, sur l'argent, en fait, comment on peut voir l'argent en France, et surtout, on va te casser les stéréotypes de ce que tu peux penser sur l'argent et les personnes qui ont de l'argent. Et pour le coup, aujourd'hui, on est quand même assez différent de l'image qu'on a de l'argent en France et des gens qui ont de l'immobilier. Donc c'est exactement ce qu'on va te montrer. Alors Pierre, aujourd'hui, va commencer par se présenter, t'expliquer rapidement son histoire et où est-ce qu'il a démarré. Donc salut à toi, futur entier. J'ai 27 ans. Donc à la base j'étais pompier et maître nageur l'été, donc rien à voir avec le domaine de l'investissement. Et je me suis mis à l'immobilier un peu par hasard en fait. Donc j'ai créé d'abord mon entreprise donc, dans le domaine viticole, dans le sud de la France. Et par la suite donc, j'ai revendu cette société. Grâce aux bénéfices de cette société j'ai pu investir. Donc j'ai pas investi en France, j'ai investi d'abord à Barcelone, en Espagne, à l'étranger. Puis par la suite, j'ai investi avec mon père sur Poitiers dans un immeuble de rapport avec lui. Et ensuite, j'ai décidé de quitter la France et je me suis expatrié au Nicaragua. Donc bon, j'ai tenté l'aventure nicaraguayenne. La première année, c'était plutôt bien. Et ensuite, il y a une guerre civile qui est donc arrivée en 2016. Et bien sûr, j'ai perdu pas mal d'argent dans cette histoire. Et donc j'ai décidé de rebondir. Donc moi je voulais un endroit, un pays où je pouvais surfer et je pouvais aussi allier business et une qualité de vie quand même, une bonne qualité de vie. Donc j'ai atterri à Bali un peu par hasard sur le conseil d'un ami. Comme beaucoup. Et je suis tombé amoureux. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis ici. Super. Alors avant de poursuivre sur les biens immobiliers, explique-leur comment tu as créé ton entreprise, vraiment très rapidement, parce qu'aujourd'hui, s'ils ne te connaissent pas, ils te disent bon, j'ai créé une entreprise. Okay. Ils vont se dire peut-être tu étais un fils à papa, tu avais de l'argent, tu avais des facilités. Rapide-leur, dis-leur de quel milieu tu viens et comment et à quel âge tu as créé cette entreprise, sachant que tu connaissais rien dans ce domaine. Donc moi je viens d'un milieu social, on va dire de classe moyenne. Donc j'ai fait mon enfance sur Poitiers et par la suite donc j'étais maître nageur donc au Nikki Beach à Saint-Tropez. Et j'ai eu l'idée de créer cette entreprise-là, entre guillemets, un peu par hasard en fait. J'ai vu qu'il y avait un besoin de certains clients, de certains riches clients qui aimaient s'arroser avec du champagne, etc. Et donc j'ai créé ma société c'était en 2014 et je l'ai revendue 1 an plus tard. Et grâce à ces bénéfices-là, j'ai investi. Donc juste en 1 an? En 1 an. Ok. Donc en fait ce que je veux te montrer par là, c'est que n'importe qui pouvait créer cette entreprise. Il était maître nageur et pompier, il connaissait rien dans le champagne. Il a vu une opportunité, il a été curieux, il s'est intéressé, il a créé cette entreprise, 1 an après il l'a revendue. Bon ça c'était pour les premières croyances parce qu'il va y en avoir un paquet, des excuses de dire « Ah oui mais toi t'avais une entreprise, c'était facile ». Ok, donc là la première. Ensuite tu as investi sur des biens immobiliers. Voilà. Aujourd'hui combien de biens immobiliers tu possèdes si on fait la répartition en France, au Nicaragua et à Bali? Entre guillemets, si je compte avec mon père, j'en possède une trentaine de biens immobiliers. Excellent. Et combien tout seul toi? Entre 25 à peu près 25. tout seul. D'accord. 5-6 avec mon père. Ok. 6 avec mon père. Et la majorité est ici à Bali? La majorité est à Bali, oui. D'accord. Alors là d'ailleurs ici on se situe dans un de ses biens, donc il y a des biens qu'il a fait construire, il y a des biens qu'il a achetés, donc là ici il a fait une rangée de biens, tu as fait 5 constructions, voilà, c'est ça? C'est ça, ouais. 5 maisons identiques qui se louent super bien. Donc ce que je te propose c'est qu'on va aller se faire la visite de plusieurs biens, on ne peut pas tous les visiter parce qu'il y en a répartis différemment sur Bali, il y en a qui sont aussi occupés. On va aller t'en montrer quelques-uns, comme ça te donnera une idée, et ensuite évidemment on va revenir à la chose qui t'intéresse le plus, les chiffres et les erreurs qu'il a faites parce qu'il en a fait un paquet. Effectivement, oui. Allez on te retrouve à de suite. We got everything we need right here. Wine and burning.
Donc la villa elle est pas très grande, j'ai choisi d'optimiser les espaces. Donc là on rentre directement sur la piscine. Après on a l'espace salle à manger, salon et cuisine ici sur la gauche. Alors là pour ceux qui connaissent pas les maisons, c'est typique des maisons balinaises en fait. La piscine comme ça, quasiment, tu vois, moitié intérieur, moitié extérieur. Toutes les maisons sont ouvertes, quasiment. Bah, si tu as déjà vu la mienne à Ubud, elle est ouverte. Tous les salons sont ouverts, c'est typique balinais. Combien de temps ça t'a pris la construction? Donc là, tu avais acheté le terrain. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un leasing, c'est ça? Ouais, leasing sur 30 ans. Ok. Si tu te poses des questions sur l'investissement à Bali, tu regarderas une autre de mes vidéos sur YouTube. On va pas rentrer dans le détail là-dedans. Combien ça t'a coûté du coup la construction? Combien de temps ça a pris? Ok. Et le résultat, combien ça vaut aujourd'hui maintenant si tu devais revendre? Donc là, toutes les villes là, ça m'a coûté environ 500 000 € avec le terrain inclus. Et ça a pris entre 8 et 10 mois à construire. Donc celle-ci, elle a été finie un peu avant, ça a pris 8 mois. Et la dernière, au bout d'1 an, c'était tout fini. C'est rapide, c'est de la folie. Ouais, c'est pareil, c'était 10 mois. Et donc là, tu as 2 chambres, une salle de bain par chambre. Salle de bain par chambre. C'est les mêmes ailleurs aussi. C'est pareil. Après, celle-ci, il y en a en étage aussi, mais c'est globalement la même chose. D'accord. T'as une idée si tu devais les revendre toutes en même temps, combien ça te rapporterait? Je pense que je pourrais doubler. 1 million donc je pense, donc là à peu près 200 000 € cette maison. D'accord, super. Ok, super. Écoute, merci pour cette villa, on va aller en voir d'autres, ok? Très bien, allons-y. Je te suis. Allons-y, futur rentier, on y va, c'est parti. T'as 2 chambres, c'est ça? C'est ça, 2 chambres, une avec un lit double et une avec 2 lits simples. D'accord. On va aller voir les chambres. Et donc là, vas-y, explique-nous comment tu t'y es pris. Tu as acheté, c'était tout fait? Voilà, c'était déjà fait. Donc j'étais avec mon investisseur français qui habite en Espagne. On a investi à 2. Donc il a 50% départ et j'ai 50% départ sur ces villas. Donc il y a 6 villas? 6 villas. Que vous avez à 2? Qu'on a à 2. D'accord. Et combien ça t'a coûté, toi, la part que t'as mis dedans? Avec le taux de change d'aujourd'hui, dans les 350 000 €. D'accord, pour avoir 3 maisons, donc ça revient à peu près à ce que t'avais la dernière. D'accord. Et combien elle te rapporte? À peu près la même chose que de l'autre côté, mais l'emplacement est un peu meilleur ici. Ouais. Donc en pleine saison, on peut faire un peu plus d'argent ici. D'accord. Et c'est un peu mieux fini, le produit est un peu mieux fini, donc ça plaît mieux aux clients. Ouais. Alors tiens, une question qui peut les intéresser. Quel type de frais tu vas avoir tous les mois sur ces villas? Est-ce que ce qui va te coûter le plus cher, c'est la piscine? Est-ce que ça va être, je sais pas, des réparations dans la salle de bain? C'est quoi en général qui coûte le plus cher? Donc la piscine, c'est 700 000 roupies par mois et la femme de ménage, c'est 1 million par mois. Alors 1 million, ça nous fait 70 € par mois à peu près? 70 € par mois, un peu moins pour la piscine et on a 2 millions d'électricité. Donc en euros, ça doit faire 100 €, un truc comme ça, d'accord. Et t'as beaucoup d'imprévus? Ça arrive, mais bon, les imprévus ici, on a 2 ou 3 personnels qui peuvent les gérer et c'est beaucoup moins cher la main d'œuvre qu'en France, donc on va dire on prévoit 100 € par mois d'imprévus par villa, au cas où. D'accord, ok. Mais bon, c'est rare qu'il y ait des imprévus. D'accord. Ok, super. Écoute, on fait la transition géniale sur les frais. On va retourner à l'autre villa et maintenant on va détailler ce qui t'intéresse le plus, combien il gagne avec tous ces biens immobiliers, quels sont les frais. Bref, on va parler des chiffres et des erreurs qu'il a faites. Qu'il en a fait quelques-unes aussi. Allez, on se retrouve de suite. Bon, futur rentier, j'espère que cette visite t'a plu et que ça a pu te donner une idée du patrimoine qu'il avait et comment il s'organisait. Alors maintenant, la question que tu attends évidemment, combien de revenus il dégage avec ses biens immobiliers? Alors on va essayer de les répartir aussi, si tu arrives et tu as ça en tête. Combien te rapporte Bali et la France en chiffre d'affaires, c'est-à-dire combien tu encaisses au total, et combien, une fois que tu as tout déduit, imposition, les frais, combien il te reste net dans ta poche, Bali et France confondus? Très bien. Donc on va dire qu'à peu près en brut, c'est aux alentours de entre 400 et 500 000 € À l'année? À l'année, oui. Tout confondu? Tout confondu. Ok. Et une fois qu'on déduit tout, il me reste à peu près 50%. Donc on va dire entre 200 et 250 000 €. D'accord. Donc tu as à peu près entre 15 et 20 000 € par mois de cash flow net pour vivre. Net. Ce qui laisse largement de quoi surfer.
De quoi surfer, de quoi profiter de la vie, effectivement. Et surtout à Bali en plus. Ok, génial. Alors, les erreurs que tu as faites, parce que il m'a dit une chose qui était intéressante, on s'est rencontrés dans un spa, donc moi ici je vais très souvent dans un spa, donc tu as des profils comme Pierre, tu as des entrepreneurs qui viennent du monde entier, tu as des investisseurs du monde entier, donc c'est vraiment hyper enrichissant. À chaque fois que tu vas là-bas, tu rencontres de nouvelles personnes et tu apprends de nouvelles personnes. Pierre, il vient me voir, il me dit « Ah, j'ai entendu parler de toi, j'ai su que tu faisais de l'immobilier, parce qu'il y a pas mal de Français qui me connaissent ici. » Du coup, on a commencé à discuter, il m'explique son parcours, et il me dit « Bah moi, la particularité, c'est que je me suis enrichi trop vite. C'est-à-dire que j'ai vendu mon entreprise, j'y connaissais rien là-dedans, j'étais pompier, maître nageur, puis d'un coup, je me suis retrouvé avec du cash à investir, et donc forcément, tu enrichis ton porte-monnaie plus vite que ce que tu as enrichi ton esprit, et tu te retrouves à faire des tas de conneries. Contrairement à moi où j'ai investi à crédit, j'ai galéré, je suis monté, enfin toi t'as galéré en entreprise, c'est très différent, mais petit à petit j'ai gravi les biens un après, donc j'ai pu faire des erreurs et puis apprendre petit à petit et faire monter ma connaissance financière en même temps. Lui c'était très différent, donc du coup il a fait pas mal d'erreurs. Voilà. Essaie de nous donner les deux principales, on va dire. La plus grosse erreur que j'ai faite, je pense que c'est d'investir dans un pays qui n'est pas stable politiquement, économiquement. Et ça, je l'ai payé assez cher. Mais bon, c'est pas grave, on fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Donc j'ai décidé d'arrêter avec ce pays. Ça servait pour moi, enfin c'est bien pour le surf, mais ça servait à rien de continuer dans ce pays. Tant que le pays n'est pas stable politiquement, c'est compliqué d'investir. Tu saurais dire combien t'as perdu? Entre 150 000 et 200 000 euros. Ouais, grosse erreur. Ouais, grosse erreur. Qui s'est Ok. payé au prix fort. Mais si j'avais eu ta formation, bon, je te fais pas de pub. Non, c'est pas le but, mais effectivement. J'aurais évité beaucoup d'erreurs, je pense. En plus, il y a une formation sur l'investissement à l'étranger. Bon, elle concerne très très peu de monde. Mais à l'intérieur, effectivement, je parle regarder la monnaie, regarder la politique, regarder l'économie, la stabilité du pays. Il y a tout un tas de critères à regarder. Bon, mais bon, c'est ok, très bien. Donc Deuxième. par la suite, je me suis renseigné un peu sur Bali par hasard. Je suis venu ici en vacances. Et j'ai vu que ce pays était stable économiquement. Et pour moi, pour vivre ici, c'était parfait. Je pouvais surfer. Il y avait un mode de vie que j'aimais. Donc j'ai décidé de rester vivre ici. Bon, voilà. Au départ, je vivais ici 6 mois par an. Et maintenant, ça fait 3 ans que je vis ici à l'année. Donc, bon, bien sûr, de temps en temps, je prends des vacances, etc. Mais je vis ici la plupart du temps. Et la deuxième erreur, du coup? La deuxième erreur, c'est ici, en fait. Je pensais acheter un terrain qui appartenait à quelqu'un et il n'était pas propriétaire de ce terrain-là. Donc, ça m'a coûté... cette erreur-là m'a coûté encore quelques milliers d'euros, entre 40 et 50 000 euros, tout dépend du taux de change, mais bon, bref, entre 40 et 50 000. Et si on regardait au global depuis que tu as commencé l'immobilier, tu arriverais à dire combien tu as rapporté l'immobilier au total et combien t'ont coûté tes erreurs? C'est-à-dire, est-ce que tu as gagné plus d'argent que ce que tu en as perdu dans l'immobilier? Oui, j'ai gagné plus d'argent que... Non, j'ai gagné plus d'argent que j'en ai perdu, notamment grâce à Airbnb Airbnb m'a permis de me développer beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que si j'avais, entre guillemets, fait des locations classiques, je me serais développé, mais beaucoup plus lentement. Parce que là, ici, donc, tout est en courte durée. Tout est en courte Et en durée. France, par contre, c'est en location à l'année. Parce que tu as deux immeubles qui sont en France, des immeubles de rapport. Après, ouais. En France, c'est pas moi qui gère, c'est mon père. Ouais, c'est pas toi, bien sûr. Mais c'est à l'année, ouais. Ici, tu as un manager, tu as une équipe, etc. Tiens, comment, à mon avis, ils sont super curieux parce que moi, ils regardent mon niveau de vie, donc notamment sur Instagram, je leur montre ce que je fais, comment je vis. Alors moi, je développe d'autres entreprises, je développe plein de projets, je fais d'autres projets immobiliers. Donc j'ai une partie où je profite aussi et j'ai une partie où je continue de développer. Mais ils se réfèrent en fait qu'à moi, donc ça serait bien qu'ils voient quelqu'un d'autre qui vit de ces biens immobiliers aussi. Comment tu organises tes journées, quelle est la part où tu travailles ou pas peut-être? Comment tu fais? Donc moi j'organise mes journées autour du surf. Donc ça c'est cool quand tu arrives à ce niveau quand même. La phrase elle fait mal, tu es en train de leur faire mal. Hein. Moi j'organise en fonction du surf. Donc voilà, quand il y a des grosses swells qui rentrent, qu'il y a de la houle qui arrive, je me permets de pas travailler. Mais bon, en contrepartie, quand il n'y a pas de vagues sur Bali, je travaille, on va dire, entre 4 et 5 heures par semaine. 4 et 5 heures. Cool. Et c'est quoi ton travail? Est-ce que tu vas toi-même faire des check-in des villas? Non. Qu'est-ce que tu fais? Non, en gros, ce que je fais, je regarde, je travaille beaucoup avec Airbnb, donc je prends l'application et je regarde sur mes différents biens, c'est-à-dire que ça soit en Espagne, au Nicaragua ou ici. Je regarde entre guillemets les check-ins, les versements que j'ai reçus. Et si je vois que quelque chose ne colle pas rond, après j'appelle le manager et je lui dis par exemple, là on a un problème avec le mois de, on va dire le mois de juin, là je vois qu'il y a 2500 euros de rentrée et je vois qu'il y a des nuits de livres par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combler ces vides, etc. Bon, bref, après c'est des... Donc c'est génial, tu es déjà sur la partie stratégique par rapport à d'autres. Moi j'en connais plein des investisseurs des fois qui viennent dans mes formations. Ils me disent après 3-4 biens,
j'en peux plus parce qu'ils font tout, le check-in, le ménage, le check-out, ils font tout. Voilà. Et donc toi déjà, donc, ils travaillent en fait à l'intérieur de leur bien. Toi, tu as déjà réussi à travailler au-dessus de ton bien, donc c'est pas toi qui es dedans, mais tu as la réflexion stratégique, donc c'est très bien. Et c'est pourquoi tu es à 5 heures par semaine. Et Exactement, au début, en fait, j'étais trop impliqué dans mon bien et j'avais trop de stress, j'arrivais pas à gérer mon stress. Et en fait, quand j'ai compris que quand on déléguait, ça me libérait du temps et surtout, ça libérait mon esprit. C'est-à-dire que ça me laisse du temps pour réfléchir à la partie stratégique. Exactement. Qu'est-ce que je dois faire dans le futur? Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois vendre? Ou quel est le prochain pays où je vais investir. Donc ça me laisse énormément de temps pour investir. Et par exemple, quand je vais surfer, des fois je réfléchis à ça et je suis beaucoup plus productif. Par exemple, parfois quand je vais surfer ou je sais pas, à la salle de sport, j'ai une idée qui me vient et si j'étais dans mes biens, je pourrais jamais avoir ce recul-là. Exactement. Je suis très content que tu l'entendes de quelqu'un d'autre parce que la dernière fois on est allé kiter ensemble, donc je lui ai parlé du kite et il a envie d'essayer, donc il a commencé le kite, c'est génial. Merci à toi d'ailleurs. Bah, avec plaisir. On a kité et pareil, j'étais en plein kite, j'ai eu une idée d'un nouvel investissement pendant que j'étais en train de kiter parce que tu te sors de ton cadre et tu vois d'autres choses et puis la mer, je sais pas, les montagnes, quand tu vas marcher, courir, faire du sport, ça t'aère. Enfin, moi je sais que je suis super productif comme ça et créatif. Donc c'est vraiment très bien. Tiens, autre chose aussi qui peut les intéresser, tu as démarré, tu n'avais aucune connaissance, donc tu avais ton cash, tu as investi. Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais? Ou si tu avais des connaissances, si tu avais pu faire ma formation ou tu avais mes connaissances aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais pu éviter comme erreur et à ton avis, où tu en serais aujourd'hui? Ça m'aurait fait... J'aurais évité beaucoup d'erreurs sur le plan du stress notamment, sur le fait que des fois je me lançais complètement dans l'inconnu, je ne savais pas où j'allais. Et je pense que le fait d'avoir une formation, ça te pose les bases et ça te permet, bien sûr tu vas pas éviter 100% du stress et de la peur, mais ça va t'éviter une bonne partie de cette peur. Au début, en fait, quand je me suis lancé à Barcelone, j'étais en panique, mais en panique totale, quoi. Ouais. Je savais pas du tout où j'allais. Et quand la panique s'installe, c'est là où tu fais des erreurs. D'accord. Voilà, pour ma part, ça n'a pas été... J'ai eu de la chance parce que mon premier investissement s'est bien passé, mais par la suite, au Nicaragua, ça m'a coûté... J'en ai parlé précédemment, ça m'a coûté quelques euros. Beaucoup. Ok, super. Ok, donc maintenant on a vu toute la partie immobilière, tous les chiffres et notamment les erreurs qu'il a pu faire. Maintenant on arrive à une partie qui est très intéressante, c'est toute la partie développement personnel, tous les blocages qu'il a pu avoir et surtout les freins qu'il a pu avoir de sa famille, parce que comme il te le disait, sa famille n'est pas du tout entrepreneur, pas du tout investisseur. Explique-nous un peu, tu me l'as déjà expliqué et ça va leur plaire, tout ce par quoi tu es passé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, essayer de te bloquer, enfin bref, raconte-nous. Ça a été pour moi le mindset, ça a été le plus compliqué parce que du coup ma famille m'a bloqué, m'a empêché de faire certaines choses. Et un jour je me suis dit bon très bien, si je reste en France, je vais pas réussir à me développer. Donc j'ai décidé de, entre guillemets, pas de couper les ponts, mais j'ai décidé de m'expatrier. Et ce jour-là, en fait, le jour où je me suis expatrié, j'ai compris que enfin je pouvais faire ce que je voulais. C'est-à-dire que j'avais plus la pression sociale qu'on a en France des parents, de la famille, des amis. Comment tu la sentais cette pression sociale? C'était tous les jours, c'était quand est-ce que tu vas trouver un travail, quand est-ce que tu vas Alors que avoir... tu avais des biens immobiliers. Ouais. Quand est-ce que tu vas trouver un travail, quand est-ce que tu vas avoir une vie normale, tu vas avoir une maison, enfin quelqu'un de normal quoi. Ouais. Et donc... Et tes potes? Et mes potes pareil. Et du coup en fait, j'ai dû entre guillemets, me soustraire à cette vie-là parce que je pouvais pas rester en France, c'était trop dur pour moi. Si je voulais continuer à me développer dans le monde entrepreneurial, la seule solution que j'avais, c'était de m'expatrier. Donc j'ai choisi le Nicaragua, c'était pas forcément le meilleur choix, mais bon, j'ai choisi le Nicaragua. Et ça m'a permis, en fait, dès le moment où je me suis expatrié, de prendre mon envol. C'est-à-dire que dans mes investissements, bon, bien sûr, c'était dans le bien ou dans le mal. C'est-à-dire que quand j'avais envie de faire un investissement, je le faisais. J'ai appris de mes erreurs, donc voilà. Le plus dur, je pense que c'est d'apprendre de ses erreurs, parce que du coup, tu dois vraiment te remettre en question. Et ça, personnellement, pour moi, ça a été quelque chose de très dur. C'est-à-dire d'admettre que c'est toi et pas quelqu'un d'autre qui a fait ses propres erreurs, c'est parfois le plus dur. Parce qu'on aime bien en général remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Mais bon, là, j'avais pas le choix. J'étais obligé de remettre la faute sur moi-même, et là, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal, donc bon, j'ai arrêté pendant 6 mois, j'ai surfé, j'ai fait la fête, etc. Et après, je me suis remis à l'immobilier, mais avec un autre mindset. Et comment tu dirais que ton mindset justement a évolué entre le moment où tu as vendu ton entreprise et tu avais cette pression sociale, et maintenant, comment tu vois les choses?
complètement différent. Au moment où j'ai vendu mon entreprise, j'étais pas prêt à recevoir tant d'argent. Donc c'est quelque chose qui peut te motiver, l'argent, mais ça peut aussi te stresser. Et je pense que si tu n'es pas bien formé avec le monde de l'argent, c'est un stress qui est quasiment impossible à gérer au début. Il y a des gens c'est comme des personnes qui gagnent au loto, qui se disent, qui n'arrivent plus à endormir de la nuit, qui stressent. Il y a des personnes qui se disent, attends, comment tu peux stresser, c'est cool d'avoir de l'argent. Et ouais, mais ça devient un autre stress. Alors, c'est pour ça que d'apprendre à le gérer petit à petit, t'apprends à comprendre parce que c'est des problématiques après fiscales, des problématiques juridiques, comment je le place intelligemment. Et ça devient notre stress. Alors, un stress, c'est mieux de stresser ça que de ne pas en avoir, enfin pour moi, complètement. Mais ça devient quand même un autre stress. Et donc du coup, j'ai perdu de l'argent, que ce soit dans le monde financier ou dans les investissements immobiliers. J'ai aussi perdu de l'argent sur des bitcoins. Bon, j'en ai gagné aussi, mais bon, il y a eu des pertes. On te parle souvent des réussites, mais pas souvent des pertes. Donc j'ai eu pas mal d'échecs et justement, je me suis servi de ces échecs-là pour pouvoir grandir en fait. Et donc en 2017, je suis arrivé sur Bali et j'espère que l'aventure va continuer pour quelques années encore. C'est bien qu'ils voient que quelqu'un d'autre comme toi qui vit de ses biens, comme la majorité des gens, ça s'est pas fait comme ça d'un coup d'un seul. Il y a eu des erreurs, il y a eu des remises en question, il y a eu des doutes, et ça tu peux le demander à n'importe qui a créé une entreprise ou acheté des biens immobiliers, ça arrive à tout le monde. Ok, maintenant on va parler d'un autre sujet qui va beaucoup me plaire, on va se faire plaisir. En fait, il y a deux grandes conclusions que j'ai envie de te donner dans cette vidéo, au-delà des biens immobiliers, du fait qu'ils puissent en vivre comme beaucoup d'autres personnes, moi et d'autres aussi. Les deux grandes conclusions, c'est quoi? La première, c'est de ne pas se trouver d'excuses. Aujourd'hui, il est possible en regardant cette vidéo que tu te dises « Oui, mais c'était facile, tu avais une entreprise, tu l'as vendue. » Va regarder ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos de jeunes qui ont 19-20 ans, qui ont acheté, qui avaient zéro et qui ont juste fait un crédit pour acheter des biens. Peut-être que tu vas trouver une autre excuse pour ces gens-là. Bref, il y a des personnes qui vont trouver des excuses pour n'importe quelle personne. Moi, je pense que quand tu es pompier, maître nageur et que tu crées une entreprise dans le Champagne, tu peux tout faire. Clairement, tu peux tout faire, il n'y a aucune excuse. Il l'a vendu, c'est cool, il a commencé par ça, tu peux aussi démarrer par le crédit, comme je l'ai fait. Moi, je n'ai pas vendu d'entreprise au début, j'ai fait du crédit et ça marche aussi très très bien. Ça, c'est la première conclusion, ne pas se trouver d'excuses. La deuxième, c'est l'état d'esprit en France. Aujourd'hui, Pierre, ça fait plusieurs années qu'il a quitté la France. Moi, tu le vois, je passe de plus en plus de temps à l'étranger, j'ai de plus en plus de mal à revenir en France aussi. On en a longuement discuté. Et moi, il y a un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est de faire changer les mentalités. J'adore mon pays, j'adore la France, mais je supporte de moins en moins cette mentalité face à l'argent, face à la réussite, et aussi cette mentalité stéréotypée où, à partir du moment où tu gagnes de l'argent, ça y est, tu fais partie d'une case. Tu gagnes de l'argent, bah t'es forcément un cinquantenaire qui fume des barreaux de chaise sur un yacht avec des mannequins russes à côté. Non, tu peux gagner 20 000 € par mois et être habillé comme un surfeur, des cheveux longs, et passer ta journée à surfer. Il n'y a pas de mal à ça. Et quand tu vis avec des gens qui viennent aussi de l'étranger, tu comprends quand tu vas au spa que tu vois des gens qui sont sur un scooter à 5 € de location, qui boivent des smoothies et qui gagnent 30 ou 50 000 € par mois, et ça pose aucun problème. Donc on va dans cette vidéo te casser un petit peu ces stéréotypes et te montrer qu'en fait tu peux avoir de l'argent, tu peux être considéré comme riche, parce que François Hollande avait fait une déclaration et avait dit qu'on est considéré comme riche au-delà de 4 000 € par mois. On peut le dire. Avant imposition ou après imposition? Bonne question, ça c'est un gros sujet ça. Je vais faire la formation. Non, je pense que c'était avant l'imposition, c'est 4 000 € net reçus en tant que salarié. On peut le dire, on est riche, il n'y a aucun problème, on est là pour parler d'argent. Mais on va te casser les stéréotypes parce qu'en France, on se dit quelqu'un qui est riche, il doit agir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et nous, on va te montrer que dans notre vie, il y a plein de choses, on agit complètement différemment. Justement, quand quelqu'un me dit qu'il faut agir comme ça, j'ai plutôt tendance à agir à l'opposé de ce qu'il me dit. Complètement. Mais bon, après, c'est ma façon de penser. Alors, on t'a préparé une petite liste, en fait, on s'est amusé, on va se faire un espèce de ping-pong où on va te donner des choses qu'on fait dans notre quotidien auxquelles tu ne penserais même pas qu'un riche fasse. C'est-à-dire que tu vas avoir l'image du riche, il doit agir comme ça, parce qu'en France, on ne voit que ce qu'on veut bien nous montrer, et tu vois que ce que les riches te montrent, c'est-à-dire grosse voiture, grosse montre, le yacht, les cigares et tout ce que tu as, à Saint-Tropez, les bouteilles de champagne, ça tu connais bien du coup. Par contre, quelqu'un qui va se balader ici en scooter qui vaut 5 €, pieds nus comme on est, avec un short qui vaut 5 €, tu vas pas te dire c'est quelqu'un qui est riche, alors que pourtant, il est peut-être encore plus riche, mais tu vas pas le voir. Donc tu vas pas forcément associer l'image du riche à cette image, tu vas associer l'image du riche qu'à l'autre image, et si cette image te convient pas, il y a de fortes chances que tu te dises, bah en fait, je veux pas d'argent parce que tu as peur de ressembler à cette personne. Alors qu'avoir de l'argent, ça te change pas, c'est juste ça te donne plus de temps pour faire ce que tu as envie. Alors, je vais démarrer par moi, donc moi personnellement, plus je gagne, moins j'ai envie de posséder d'objets, et plus je gagne, plus je me suis dépossédé d'objets. J'ai des valises de plus en plus petites, et je vis avec de moins en moins de choses. Donc moi, sur le point de vue des objets, c'est un peu pareil. Je possède, on va dire, deux gros sacs de voyage, c'est tout ce que j'ai.
L'argent, ça m'a surtout permis d'être libre en fait. C'est surtout le mot, je veux insister sur le mot liberté. Parce qu'en gros, je fais ce que je veux de mes journées. C'est-à-dire que si demain, j'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de bosser pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai toujours des revenus passifs. Donc ça va pas impacter mon niveau de vie, entre guillemets. Et par contre, quand j'ai envie d'apprendre, je sais pas, par exemple ta formation, je vais pas te faire de pub, mais je pense qu'elle pourrait me servir alors que j'ai des années d'expérience. Donc pourquoi pas tester quelque chose qui me challenge. Donc pourquoi pas tester ta formation dans les mois à venir. On en parlera. Alors, je t'ai pris un autre exemple. Moi, ici, je mange en moyenne dans des restaurants qui me coûtent 8 € par repas à peu près. C'est-à-dire que si j'ai le choix entre faire un resto gastro et manger un bon pokéball de thon, ce qu'on a mangé à midi d'ailleurs, comme tu l'as vu, avec un smoothie, je vais choisir le poké. Voilà. Exactement, oui. Après, les restos gastro, pourquoi pas. Ça peut se faire de temps en temps, mais moi, je peux manger très bien. Par exemple, quand je vais à Sumbawa, je mange du nasi goreng, donc c'est la nourriture locale. La nourriture locale, pendant 1 semaine, je peux très bien manger du nasi goreng à 1,50 € et aller surfer pour 0 €. Donc cette semaine-là, je vais dépenser 5 € de logement, 1,50 € de nasi goreng et 0 € si je casse pas de planche, 0 € de surf. On pense des fois que d'avoir plus d'argent, on va forcément plus dépenser. Alors que en fait, c'est juste qu'on se pose pas la question de combien ça coûte. Enfin, moi, c'est comme ça que... Alors, moi, je passe 8 mois de l'année pieds nus, en short, t-shirt qui valent moins de 40 €. Exemple, ça, je l'ai acheté ici, je crois que ça vaut 15 €. Mon short, il vaut 10 € et j'ai des tongs qui valent 10 €. Voilà. Ok. Donc ce t-shirt, il vaut entre 10 et 15 €. Celui-là, j'ai acheté le pantalon en Australie il y a 2 ans, donc ça fait 2 ans que je l'ai. On va dire 40 $. Et les chaussures, elles doivent valoir 40 $. Donc, j'ai fait un effort aujourd'hui. Je me suis mis en jean. C'est vrai qu'aujourd'hui, t'es plus... Je me suis mis en jean, mais ça fait quelques mois que ça fait quelques mois que j'avais pas mis de jean chaussures. Donc bon, c'est exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnelle interview. Alors moi aujourd'hui, on pense souvent, on se dit, les gens, plus ils ont de l'argent, plus ils sont radins. Moi aujourd'hui, je donne entre 15 et 30% de pourboire à chaque resto livreur, surtout dans la période du Covid où on est, où tu leur donnais un pourboire, ils étaient comme des fous, donc j'avais tendance à donner plus. Il y a 2 ans, quand je venais à Bali, j'avais beaucoup moins de moyens, je donnais peut-être 5% et des fois pas tout le temps parce que tu as un budget plus restreint. Moi, c'est entre guillemets, c'est différent. Donc là, j'ai des personnes qui travaillaient pour moi et qui ne travaillent plus pour moi. Je continue à leur verser un salaire pour le moment, le temps que la crise se termine. Donc c'est une sorte de donation à ma manière. Mais dans les restaurants, effectivement, je laisse des pourboires. Je calcule pas entre guillemets combien je laisse, etc. Mais je laisse des pourboires. Alors un autre point, la dernière fois, si tu m'as suivi sur Instagram, tu peux le voir. J'aime bien de temps en temps, surtout les week-ends ici, pour décompresser, je pars dans la nature, n'importe où. Et on verra les rencontres. Je m'arrête avec des gens, je discute. Et la dernière fois, j'ai passé 3 heures avec un local. Bon, je suis arrêté dans une petite bicoque, mais il n'y avait rien. À parler de sa religion, de sa culture, de spiritualité, de comment il faisait les choses. J'ai même bossé pendant une demi-heure peut-être même 1 heure, avec une locale qui était là, une paysanne qui avait peut-être plus de 50 ans. Donc j'ai bossé avec elle, elle m'a montré comment nettoyer les rizières. Bref, moi je m'éclate autant à aller dans un hôtel de luxe, à conduire une voiture de luxe par exemple, parce que j'adore ça. Mais à l'inverse, j'aime autant et je prends autant de plaisir que de faire ça, où la dernière fois j'étais me perdre sur un bateau de pêcheur, t'as vu ma story? Ouais, j'ai trouvé un bateau de pêcheur, je suis parti à 6h du mat avec lui, lever de soleil, j'ai été pêcher pendant 3 heures sur une barque, il y avait que dalle quoi. Et je prends autant de plaisir dans l'un que dans l'autre. Incroyable, ouais. Tu m'as fait rêver sur la rizière et sur ce pêcheur d'ailleurs. Et pour te remercier de m'avoir initié au kitesurf, je te fais un petit cadeau. Donc ça, c'est le sommet du Mont Agoun. Bon, t'as pas eu l'occasion d'y aller. T'as pas encore eu l'occasion d'y aller, mais je t'offre le sommet. Voici Super. le sommet. Du coup, tu vas me motiver à y aller, que je prenne un plus gros. On ira ensemble. Avec plaisir. Il y a deux volcans principaux ici, il y a le Batour et le Agung. Le Batour, je l'ai déjà fait 2 fois, et Agung, pas encore. Voilà. Et voilà, je finis sur un point que j'avais aussi noté. J'en ai pas parlé sur les réseaux, j'en ai parlé sur Instagram une fois quand je suis arrivé ici à Bali. À la base, je venais ici à Bali, là, c'est 3 mois, plutôt pour un projet humanitaire. Donc j'ai un projet qui a un lien avec l'immobilier, un lien avec un orphelinat. Et encore une fois, c'est pas quelque chose, alors j'en fais pas non plus, je vais pas t'en faire une vidéo YouTube et autres, peut-être le jour où je le ferai, j'en parlerai un peu plus. Mais j'ai peut-être envie d'en parler un peu plus aussi, pour justement casser encore plus cette image des riches qu'on a en France, et de se dire, oui, aujourd'hui, je gagne de l'argent avec mes biens, avec mes entreprises, etc. Et je peux très bien prendre un vol en business, et en même temps arriver et passer une matinée avec un pêcheur. Et je peux très bien, j'ai une Porsche en France, ça pose aucun problème, et d'un autre côté faire un projet humanitaire. Tu vois, casser ses croyances et se dire c'est pas parce qu'on agit de cette manière qu'on doit agir de ça, c'est pas parce qu'on a ça qu'on doit agir de cette manière. Et c'est vraiment ça en fait, une des grosses choses que j'ai envie que tu retiennes en te montrant Pierre aujourd'hui, tu te dis, si tu le vois dans la rue ici, tu te dis pas il gagne 20 000 € par mois. Et si pourtant.
Futur entier, j'espère que tu as aimé cette vidéo qui change de d'habitude. J'ai vraiment voulu te présenter un profil différent. J'espère qu'il t'a motivé, j'espère surtout qu'on t'a cassé ses croyances sur l'argent, sur les excuses, sur moi je peux pas le faire. Non, il n'y a pas de moi je peux pas le faire, il n'y a pas de... Voilà, faut oublier cette mentalité qu'on a en France et se sortir un petit peu de ça. Et je te souhaite d'être entier très vite pour sortir de ça. Et quand tu vas commencer à voir un peu le monde ailleurs, tu vas te dire, en fait en France on est vraiment bizarre sur beaucoup de choses. On a des avantages, mais on est vraiment bizarre sur plein de trucs. Bref. Je te souhaite une très bonne journée, comme d'habitude, mets un like sur cette vidéo si elle t'a plu, ça va la mettre en avant, donc ça c'est pour me remercier de t'avoir trouvé Pierre et de te motiver, j'espère. Donc mets des likes, écris-nous en commentaire qu'est-ce que t'as pensé de son parcours, de Pierre, est-ce que ça t'a motivé? Si oui, dis-nous-le en commentaire, ça lui fera extrêmement plaisir. Et moi, j'irai un peu plus au spa pour te trouver d'autres profils comme Pierre, voilà. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée, comme d'habitude, la patate, la motivation, et on se retrouve très bientôt pour un prochain chevelu que je te trouverai. Ciao, ciao.